Bonjour, Adrien Wankonien, professeur à l'École nationale de génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Je réalise cette activité pédagogique dans le cadre de l'appel à projet Punchy Unit, précisément du module micropolluant intitulé Qualité de la ressource en eau, le défi des micropolluants émergents, partie de Reduction and Remediation Solution. Tout d'abord, je vais situer dans un contexte global cet enseignement, cette thématique. On peut la situer facilement dans l'objectif de développement durable pour le millénaire numéro 6, eau propre et assainissement. Et elle est nécessairement en lien avec le numéro 4, éducation et qualité. Et on peut y trouver d'autres liens avec d'autres ODD. Si on regarde en particulier le ODD numéro 6, cette ODD est déclinée en sous 6 objectifs. On a donc l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, la qualité de l'eau, l'efficacité de la réutilisation de l'eau, les stratégies de gestion de la ressource en eau, ainsi que les écosystèmes. À présent, l'on peut voir le sommet de cet enseignement. Tout d'abord, je commencerai par quelques définitions pour faire la différence entre macropolluants et micropolluants. Ensuite, j'évoquerai la réglementation européenne et française. Et par la suite, on abordera les stratégies de réduction, de remédiation, un focus particulier sur les solutions fondées sur la nature, et on finira par les traitements tertiaires des micropolluants. L'on peut définir les macropolluants comme un ensemble qui peut donc comprendre les matières en suspension, les matières organiques, les nutriments tels que l'azote et le phosphore. Ces éléments sont présents naturellement dans l'eau, mais aussi majoritairement du fait des activités anthropiques telles que les rejets d'eau usée domestiques. Alors que les micropolluants sont ici des polluants présents généralement en faible concentration dans un milieu donné, de l'ordre du nanogramme au milligramme par litre ou par kilogramme, mais qui pour autant peut avoir un impact néfaste notable sur les écosystèmes. Les micropolluants couramment étudiés sont les éléments traces métalliques, les pesticides, les résidus médicamenteux, les micropolluants issus des soins corporels, les hydrocarbures aromatiques, les virus. Selon l'Union européenne, en 2015, on dénombrait plus de 110 000 composés étaient classifiés comme micropolluants. Ces micropolluants issus de la matrice liquide, des effluents qui sont produits par différents types d'activités ou de phénomènes, peuvent être apportés, peuvent impacter le milieu récepteur venant de 3 grandes familles. Les eaux de ruissellement, les rejets industriels et artisanaux, ainsi que les rejets domestiques. Notamment, l'identification, la catégorisation des micropolluants va donc dépendre déjà, on pourra le voir, de ces différents rapports. On peut constater à travers ce schéma de l'INERIS que les différents rapports peuvent passer par une station d'épuration, ensuite rejoindre le milieu récepteur, ou directement, comme on peut le voir ici, impacter le milieu récepteur sans passer par une station d'épuration. Si l'on regarde la problématique micropolluante sous l'angle des activités intellectuelles à travers les articles scientifiques, l'on peut voir depuis 1970 jusqu'à dans les années 2020, l'intérêt croissant qui est mesuré ici par le nombre de publications qui sont répertoriées via Sciences Directes. Donc, on peut voir ici les métaux lourds, les pesticides, les résidus médicamenteux et les micropolluants issus des soins corporels. On voit une croissance pratiquement exponentielle concernant les métaux lourds et aussi une croissance, même si elle n'est pas exponentielle, une forte croissance tout de même pour les pesticides, les résidus médicamenteux
et les produits de soins corporels dans une moindre mesure. Cette actualité ne laisse donc pas indifférent les pouvoirs publics. C'est ainsi que la réglementation européenne, à travers la directive cadre 2000, requiert le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines. Lorsqu'on parle de bon état, on parle ici d'un état physico-chimique. Il s'agit là, par exemple, des paramètres tels que la température, des paramètres tels que la macropollution. D'un état chimique, il s'agit des paramètres associés à la micropollution. Et d'un état biologique, il s'agit ici des indicateurs associés à la faune et à la biodiversité. L'horizon qui était d'abord fixé en 2015 a été reporté pour 2027. Cette réglementation européenne est transcrite dans différents droits nationaux. On peut voir ici, pour le cas de la France, dans l'encadré inférieur à droite, la dernière loi votée en 2006, appelée Loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui propose des réponses face aux exigences de la directive cadre sur l'eau. Et la question qui se pose est donc, quelle stratégie finalement pour les macropolluants et les micropolluants? Cette stratégie repose principalement en deux axes. Le premier axe est celui de la réduction des émissions. Il s'agit ici de réduire de façon quantitative et de façon qualitative les micropolluants qui sont produits. Donc, réduire les émissions par des stratégies des stratégies raisonnées ou par des procédés de substitution des molécules. L'autre axe de réduction des impacts ici, c'est la remédiation. La remédiation va regrouper l'ensemble des interventions, l'ensemble des processus sur la matrice liquide afin d'atténuer justement les effets néfastes des micropolluants sur la nature ainsi que sur l'humain. Alors, on va voir tour à tour quelques grands plans développés au niveau national en France. Tout d'abord, le plan micropolluant 2016-2021 qui contient plus de 39 actions qui sont répertoriées pour préserver la qualité de l'eau et de la biodiversité. Ces 39 actions sont déclinées à travers 3 objectifs, dont le premier concerne la réduction des émissions des micropolluants. Le second concerne la consolidation des connaissances justement pour adapter la lutte contre la pollution des eaux et préserver la biodiversité. Et le troisième objectif concerne la hiérarchisation des polluants sur lesquels il va falloir agir. L'on peut citer aussi le document de l'INERIF qui a été mis à jour récemment, qui propose une stratégie de réduction des micropolluants urbains en s'appuyant sur la méthode analyse coût-efficacité. Cette méthode décline 7 étapes qui vont de la détermination de l'objectif à atteindre jusqu'à l'élaboration du plan d'action permettant d'atteindre l'objectif fixé en un coût minimum. On peut aussi citer les projets territoriaux. L'Office français de la biodiversité a financé 13 projets territoriaux qui concernaient pour l'essentiel la définition des stratégies d'adaptation et d'atténuation des effets néfastes des micropolluants sur la nature ainsi que sur l'humain. Concernant les stratégies de remédiation, il s'agit ici pour l'essentiel de diminuer ces effets néfastes, d'intervenir sur la matrice liquide, c'est-à-dire rendre sain finalement l'environnement. J'introduis ici le terme assainissement, qui peut être soit décentralisé, sans la présence d'un réseau, ou complètement centralisé avec des dispositifs de collecte des effluents et des dispositifs de drainage des eaux vers une station d'épuration. On peut voir ici certaines caractéristiques générales de ces systèmes d'assainissement selon
On le voit sur la colonne de droite, selon le nombre d'habitants concernés, on parle en général d'équivalent habitants, selon l'implication des usagers dans les tâches de construction ou la maintenance, selon la présence d'un effluent liquide ou pas, selon la présence d'un réseau et la présence d'une station d'épuration. En particulier, on verra les solutions fondées sur la nature, que l'on peut par ailleurs appeler constructed wetland, sont des solutions de plus en plus étudiées et qui peuvent concerner une gamme assez large de populations. À présent, l'on peut voir de nouveau ces systèmes d'assainissement, assainissement centralisé, vers l'assainissement centralisé, qui sont évalués selon les critères de durabilité, à savoir l'impact de ces systèmes d'assainissement sur la santé et l'hygiène, sur l'environnement et les ressources naturelles, le niveau de technologie et d'opération que ces systèmes d'assainissement requièrent, leur impact financier et économique, ainsi que des aspects socioculturels et institutionnels. La dernière ligne propose la moyenne des scores obtenus par un système d'assainissement. On peut voir ici que les zones humides artificielles, autrement dit les solutions fondées sur la nature, ne sont pas mal classées de ce point de vue. Si l'on fait justement un focus sur les zones humides artificielles, appelées encore Nature-Based Solutions ou Constructed Wetland, ou Urban Ecological Infrastructure ou Green Infrastructure, vous constaterez que d'après Fletcher et al., il y a une panoplie de dénominations qui concernent ce type de solutions. Cela peut dépendre des effluents à traiter, cela peut dépendre du contexte géographique, cela peut dépendre du contexte historique. Si l'on regarde précisément les concepts wetlands définis par Jan Vimazal comme étant des systèmes d'ingénierie qui utilisent des processus naturels impliquant la végétation, les sols et un assemblage microbien pour le traitement des effluents, des eaux usées. Ces effluents peuvent être domestiques, ils peuvent être agricoles, ils peuvent être issus des industries agroalimentaires, ils peuvent être issus des décharges, ils peuvent être aussi issus du ruissellement sur les bassins versants. On voit bien que ces solutions fondées sur la nature peuvent traiter un nombre assez large d'effluents. En particulier, ce terme Nature-Based Solution provient issu de la Banque mondiale et de l'Union internationale pour la conservation de la nature, lorsqu'il a fallu mettre en avant l'importance de la conservation de la biodiversité dans un contexte de changement climatique. C'est un terme qui a par la suite été utilisé par l'Union européenne dans le cadre de ses appels à projets. On peut voir ici un quiz, donc ça vous permettra de faire une petite pause, où sont représentées différentes solutions fondées sur la nature, selon différents types de végétation, selon le niveau relatif de la matrice liquide que l'on peut observer ici, selon le niveau de la matrice sol, selon le fait que la végétation puisse flotte, ou la végétation soit enracinée dans le sol, selon le fait que la végétation soit complètement immergée, selon l'absence complète de la matrice sol, selon le fait que la végétation ne soit pas enracinée dans la matrice solide, ou selon aussi le type d'écoulement. Là, on peut avoir un écoulement horizontal ou un écoulement vertical. Alors, dans ce quiz, je vous propose de donner les mots-clés associés à ces différents types de solutions fondées sur la nature. Dans ce schéma, on peut voir l'usage de ces solutions fondées sur la nature pour différents objectifs. En particulier, dans l'illustration supérieure gauche, ces solutions fondées sur la nature sont utilisées comme espace récréatif, alors que dans l'illustration inférieure droite tout en bas, ces solutions sont utilisées pour la production des nutriments.
On peut voir aussi que dans l'illustration supérieure droite, ici, ces solutions sont utilisées pour atténuer la pollution sonore. Donc, on voit bien ici une diversité d'objectifs concernant ces solutions fondées sur la nature. Les Nature-Based Solutions sont associées aussi à des services écosystémiques qui sont donc rendus, qui peuvent être catégorisés en 4 familles. Tout d'abord, elles sont utilisées pour des services de régulation. Il s'agit ici de réduire le niveau de pollution, que ce soit macropollution ou micropollution qui se trouve dans l'eau, c'est des services de régulation. Elles peuvent être utilisées pour atténuer les flux qui impactent les milieux récepteurs. Ces Nature-Based Solutions sont aussi utilisées parce qu'elles fournissent des services de provision. Il s'agit ici de la nourriture ou de l'eau fraîche, la nourriture pour la faune, par exemple, et de l'eau fraîche qui permet de rafraîchir l'ambiance. Des services culturels sont aussi associés à ces solutions fondées sur la nature. On peut citer par exemple les aspects esthétiques et aussi des services support, par exemple la formation des sols, la consolidation des sols. Aujourd'hui, de nombreux instituts et laboratoires de recherche travaillent sur ces solutions fondées sur la nature afin de déterminer ou de prédire quel peut être leur devenir, ainsi que le devenir des services et des disservices dans un contexte de changement climatique et de forte anthropisation des milieux. L'on ne saurait finir ce cours sans évoquer les traitements tertiaires des micropolluants. Les différentes filières que nous avons vues précédemment peuvent être classifiées comme étant soit des traitements conventionnels ou des traitements rustiques. En tout état de cause, ces solutions sont destinées au traitement de la macropollution que nous avons vue précédemment. Sur ce schéma, par exemple, la flèche violette indique ici le pourcentage de micropolluants qui entrent en façon d'épuration. On a 100%. On voit qu'une partie conséquente de ces micropolluants est retenue dans le système. Une partie peut être transférée à la matrice boue, qui peut être extraite dans le cadre des bois activés ou conservée dans le système. Mais une partie des micropolluants, environ 20%, sont de l'ensemble du système. Autrement dit, si ces 20% ne sont pas atténués, ne sont pas abattus, ces quantités vont impacter directement le milieu récepteur. Il existe donc, selon les contextes géographiques, selon la réglementation en vigueur, un certain nombre de traitements complémentaires appelés traitements tertiaires qui vont mettre en exergue les processus de microfiltration, d'ultrafiltration ou des processus d'absorption à travers les charbons actifs ou des processus d'oxydation avancée. Ces traitements tertiaires, ils sont coûteux et en général, ils sont mis en place selon la réglementation qui peut l'exiger ou pas. Pour finir, je vous présente ce bassin versant où je vous suggère de proposer les actions possibles à différentes localisations du bassin versant. Donc, on a le milieu récepteur, les systèmes de traitement, les systèmes de production ou d'émission de ces micropolluants. À chaque fois, je vous ai proposé des mots-clés associés aux actions qui peuvent être mises en place. Je vous suggère de compléter ces mots-clés. J'espère que cet enseignement a été utile. Sur ce, je vous remercie de votre attention.